Avant de commencer cette vidéo, un petit mot pour vous rappeler que vous pouvez soutenir mon travail en visitant le site de ma maison d'édition. C'est grâce à vous que je peux continuer à vous proposer ce type de contenu. Si vous souhaitez en savoir plus ou commander un de mes livres, tous les liens sont dans la description. Merci d'avance pour votre soutien. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire fascinante de Jean-Baptiste Colbert, une figure majeure du XVIIe siècle français. Imaginez un homme de foi, un homme de devoir qui a consacré sa vie à servir la France sous le règne du roi Soleil, Louis XIV. Colbert, c'est l'histoire d'un homme qui incarne une vision du pouvoir centré sur l'autorité royale, le développement économique et la défense de l'Église catholique. Né à Reims en 1619, Colbert n'était pas destiné à un tel destin. Fils d'un marchand aisé, il gravit pourtant les échelons de l'administration royale grâce à son intelligence, son travail acharné et surtout sa fidélité inébranlable au roi. Vous allez découvrir comment cet homme, souvent considéré comme l'artisan du mercantilisme français, a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de notre pays. Jean-Baptiste Colbert, c'est avant tout un homme imprégné par la foi catholique. Éduqué dans un milieu rigoureux, il voit son rôle de ministre comme une véritable mission divine. Pour lui, servir le roi, c'est servir Dieu. Il est convaincu que le roi gouverne en vertu d'une autorité divine et que tout bon sujet doit travailler pour la gloire du roi et donc pour celle de Dieu. Colbert commence sa carrière en entrant au service de Michel Le Tellier, un des principaux ministres de Louis XIV. Son travail méticuleux ne passe pas inaperçu. Il gagne rapidement la confiance de Le Tellier, puis celle du cardinal Mazarin, le puissant ministre du royaume. Mazarin, reconnaissant en Colbert un homme dévoué et compétent, en fait son principal collaborateur. Et quand Mazarin meurt en 1661, Colbert est déjà en bonne position pour devenir l'un des ministres les plus influents du royaume. Louis XIV, jeune roi décidé à renforcer son pouvoir après les tumultes de la Fronde, voit en Colbert un allié précieux. Il aurait même confié, selon les mémoires de la duchesse d'Orléans, qu'il ne pouvait gouverner seul et qu'il voulait un ministre qui travaille autant pour le royaume que pour la gloire de Dieu. Cette confiance royale se concrétise en 1665 lorsque Colbert est nommé contrôleur général des finances. À partir de ce moment, Colbert s'attaque à une tâche titanesque, réformer l'administration financière du royaume. Pour lui, chaque sou mal dépensé n'est pas seulement une erreur administrative, c'est aussi un péché contre le roi et contre Dieu. Colbert va alors devenir le champion du mercantilisme français, une doctrine économique qui vise à enrichir la nation par le contrôle strict du commerce et de l'industrie. Vous avez peut-être déjà entendu sa célèbre maxime « L'économie doit être l'épée du roi ». Mais ce qu'on sait moins, c'est que pour Colbert, cette épée devait aussi servir la foi chrétienne. Il met en place une politique économique rigoureuse, visant à augmenter les ressources du royaume tout en promouvant la morale chrétienne. Pour lui, une entreprise qui ne respecte pas les lois divines ne saurait prospérer car elle va à l'encontre de la volonté de Dieu. Colbert instaure aussi des règles strictes contre l'usure et veille à ce que les pauvres soient pris en charge par les institutions religieuses et caritatives. Il lie ainsi étroitement économie et charité chrétienne, convaincu que l'une ne peut aller sans l'autre. Mais l'œuvre de Colbert ne se limite pas à l'économie. Il réforme en profondeur l'administration royale qu'il transforme en une machine efficace, centralisée et entièrement dévouée au roi. Pour lui, l'ordre dans l'administration reflète l'ordre divin. C'est pourquoi il restructure les ministères, introduit des méthodes modernes de gestion et fait de la centralisation un principe fondamental. Il met en place un réseau d'intendants dans les provinces, choisis pour leurs compétences et leur loyauté. Ces intendants, souvent issus de la bourgeoisie,
deviennent les yeux et les oreilles de Colbert dans les provinces, lui permettant de gouverner efficacement depuis Paris. Cette centralisation renforce l'autorité royale, réduit le pouvoir des nobles locaux et assure une plus grande uniformité dans la gouvernance du royaume. Colbert crée aussi des académies royales pour promouvoir les arts, les sciences et les lettres, persuadé que le progrès intellectuel doit être au service de la gloire du roi et de la foi. Il soutient également la fondation d'écoles et de séminaires, convaincu que l'éducation doit inculquer non seulement les connaissances pratiques, mais aussi les valeurs chrétiennes. Sur le plan international, Colbert joue un rôle clé dans la politique étrangère de Louis XIV. Il est notamment à l'origine du développement de la marine royale. Pour lui, une marine puissante est essentielle non seulement pour protéger le commerce français, mais aussi pour défendre la chrétienté contre les puissances protestantes et ottomanes. Colbert lance un vaste programme de construction navale, faisant de la France une puissance maritime capable de rivaliser avec l'Angleterre et les Provinces-Unies. La politique coloniale de Colbert est également inspirée par son désir de diffuser la foi catholique. Il encourage l'expansion française en Amérique du Nord, en Afrique et en Asie, en veillant à ce que les missionnaires accompagnent les colons pour convertir les populations indigènes. Jean-Baptiste Colbert meurt en 1683, laissant derrière lui un royaume plus fort, plus riche et plus uni. Son héritage est celui d'un homme qui, toute sa vie durant, a cherché à servir son roi et son Dieu. Pourtant, son œuvre n'a pas été sans controverse. Certains lui reprocheront son autoritarisme, sa centralisation excessive et le coût humain de ses politiques. Mais au-delà de ces critiques, Colbert reste une figure centrale de l'histoire de France. Pour les catholiques, il incarne l'idéal du ministre chrétien dévoué à son roi et à son Dieu, œuvrant sans relâche pour le bien commun et la gloire de la France. Son exemple montre que la foi peut être une source puissante de motivation et de direction dans la vie publique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez trouvée intéressante, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner et de la partager. Et si vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas de jeter un œil aux livres disponibles sur le site de ma maison d'édition Vox Gallia. Merci encore pour votre soutien et à bientôt pour une nouvelle histoire fascinante.